Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 dans l'actualité ce 13 novembre marqué par l'installation officielle des nouveaux membres de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. La nouvelle équipe a prêté serment et a pris l'engagement d'assurer la mission qui lui est attribuée avec transparence et impartialité. Le nouveau membre du Conseil constitutionnel a également été installé. Le magistrat Cheikh Tidiane Coulibaly a officiellement pris fonction dans l'instance. Le président du Conseil constitutionnel le décrit comme un magistrat émérite au parcours prestigieux. Et pendant que la Sénat et le Conseil constitutionnel installent leurs membres, des citoyens donnent leur position sur le report probable de la présidentielle. Une proposition du candidat Aboubacar Camara. Pas question pour la majorité des Sénégalais rencontrés par notre reporter. Vous aurez le reportage dans cette édition. Dans ce journal également, vous aurez des nouvelles de nos Lions en Angleterre. Idrissa Gana Gueye marque et donne la victoire à son club. Nicolas Jackson en est à son 6e but avec Chelsea. En France, par contre, les nouvelles sont moins bonnes pour nos Lions. Et puis la rubrique dossier du lundi signe ce soir son retour dans nos éditions. Reportage à Rufisque où des immeubles poussent comme des champignons sans aucun respect parfois des règles d'urbanisme et sans ouvrage d'assainissement. Les nouveaux sites d'habitation sont très vulnérables aux inondations. La rédaction est retournée sur les lieux pour réaliser la rubrique et les images sont toujours aussi spectaculaires. Je vous le disais tout de suite, la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale autonome a prêté serment aujourd'hui. Les 12 nouveaux membres ont été donc installés officiellement dans leurs fonctions. Le nouveau président de la Sénat, Abdoulaye Sylla, a pris l'engagement d'assurer la mission qui lui est attribuée avec transparence et impartialité. Le président du Conseil constitutionnel, lui, leur a demandé de faire fi des critiques. Compte rendu de cette audience solennelle avec Mamzena Boubabou. Debout, la main droite levée, il prête serment. Je suis accompli ma mission avec impartialité. Je ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel, présent ou futur, ni par une pression de toute sorte. Dans mon appréciation, je ne me soucie que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage en obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de l'ordre. Abdoulaye Sylla ainsi que son équipe officiellement installée, le nouveau président de la Sénat promet d'accomplir ses missions avec transparence. Il n'y a rien de facile en ce monde-là. Le travail que nous allons faire est un travail qui va être difficile. Nous avons une base légale et tout ce que nous voulons faire, c'est de telle sorte qu'il y ait une égalité de chance pour tous les citoyens électeurs de pouvoir exprimer leur choix. Qu'il y ait une égalité de chance pour tous les candidats d'être certains que ce scrutin va être sincère. Les tâches ne seront pas faciles pour cette nouvelle équipe. Le président du Conseil constitutionnel le rappelle la lourdeur des missions qui les attendent à quelques mois des élections. Il s'agit en effet d'être l'arbitre d'un jeu où les acteurs, comme leurs supporters, considèrent les règles, voire la vérité, comme une variable d'ajustement au service de leur intérêt immédiat. Avec cette circonstance aggravante que chaque foule de partisans se considère comme le peuple souverain, qui, selon que vos décisions leur seront favorables ou non, est enclin à vous acclamer ou à vous dénigrer. Mamadou Badjo Camara a profité également de l'occasion pour parler de la fiabilité du fichier électoral. Le dispositif électoral, quoi qu'on dise, est fiable et performant. Au constat d'un élément factuel et donc objectif qui est le suivant. Ce dispositif a permis, sur les 4 dernières élections présidentielles de 2000, 2007, 2012 et 2019, de porter à 2 reprises à la magistrature suprême
les chefs de l'opposition de l'époque. En tout état de cause, la contestation de l'opposition du décret nommant les membres de la Sénat n'a pas empêché la tenue de l'audience solennelle publique au cours de laquelle ces nouveaux membres ont officiellement pris fonction. Et puis le nouveau membre du Conseil constitutionnel, Cheikh Tidiane Coulibaly, lui aussi a été officiellement installé ce matin en magistrat émérite au parcours prestigieux. Ainsi le décrit le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, au micro de Mamsine Boubabou. Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, nommé nouveau membre du Conseil constitutionnel, est un magistrat émérite avec qui j'ai longuement cheminé. C'est donc en toute connaissance de cause que j'ai le plaisir de rappeler, en cette occasion solennelle, quelques points saillants de son brillant parcours qui rassurent quant aux capacités de l'homme à assumer cette nouvelle et exaltante responsabilité. Le choix porté par le président de la République sur votre personne n'est donc pas le fruit du hasard. Au regard de vos qualités professionnelles, morales et humaines, marquées par la compétence, la rigueur, l'humilité, la courtoisie et l'esprit d'indépendance que tous vos collègues vous reconnaissent. Au vu de ce qui précède, on peut retenir que votre nomination en qualité de membre du Conseil constitutionnel n'est point une promotion. Pour un magistrat qui a occupé déjà la fonction éminente de premier président de la Cour suprême, chef de la compagnie judiciaire. C'est plutôt une nouvelle mission de la plus haute exigence à laquelle votre cursus et vos qualités intellectuelles et morales vous ont prédestiné. Parlons à présent du débat sur le report de la présidentielle de février 2024. La proposition est du candidat Boubacar Camara et il fait réagir des citoyens dans cette édition. Pas question de reporter l'élection pour la majorité des Sénégalais rencontrés par Abdourahmane Ly, car d'après eux, aucun argument n'est assez solide à l'heure actuelle pour justifier le report de cette échéance électorale. Regardez son reportage. Proposition et contre-proposition. Idrissa Fall prend le contre-pied du sentiment de Boubacar Camara. Il éclaire sa position. Parce que là, on a dégagé un budget pour les élections. Et à partir des élections, il y a beaucoup de campagnes, il y a beaucoup de bruit. Donc, et les Sénégalais sont là, attendent. Parce que les Sénégalais sont fatigués, les Sénégalais sont là pour passer à une autre chose. Lui ne paraît pas si pressé. Professeur de sciences physiques, il sort d'un cours. S'exprimant sous le sceau de l'anonymat, il pense que le calendrier électoral doit être respecté, un devoir qui dépend par ailleurs du vouloir du gouvernement en place, selon lui. Le gouvernement aussi doit laisser les opposants de circuler comme son premier ministre qu'il désigne comme un représentant du parti APR. Et l'organe, la Sénat, est un peu en perturbation. Et tout ça, c'est la faute du gouvernement. Avec tous ces moyens de bord, il peut mettre le pays et respecter le calendrier républicain. Il doit aussi régler le fichier électoral. Et tout le monde déplore le fichier électoral. Moins un souci sur le processus électoral et plus un retard de l'opposition vis-à-vis du camp d'en face. C'est l'analyse faite par Mamadou Goudiaby. Pour lui, c'est le sens qu'il faut donner à la proposition du report de la présidentielle. Parce que le pouvoir en place est bien placé par rapport à l'opposition. Si vraiment le Sénégalais veut un changement, le changement, ce n'est pas le pouvoir en place qui va changer. Il faut qu'on trouve quelqu'un de l'opposition. Paradoxalement, la majorité parmi les membres de l'opposition n'est pas en phase. Des candidats à la candidature investissent le terrain, d'autres soutiennent que la présidentielle doit se tenir à date échue.
Et pendant ce temps, le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise compte dérouler un nouveau plan d'action pour réclamer la généralisation de l'indemnité de logement et le reclassement des agents contractuels. Ces agents ont décrété une semaine de port de brassard rouge et si leurs doléances ne sont pas satisfaites, ils envisagent une grève totale de 48 heures le 30 novembre et le 1er décembre prochain et une marche nationale le 23 novembre prochain. Omar Dramé, coordonnateur du collectif, est au micro de Babacar Seck. Parce que nous ne pouvons pas comprendre deux poids, deux mesures dans une même administration. Donc sur les 170 000 agents que constitue la fonction publique, les 140 disposent d'une indemnité de logement. Les 30 000 agents restants n'en disposent pas. En plus, nous voulons que les contractuels aussi soient pris en compte, surtout par rapport vraiment à leur plan de carrière, à leur aussi reclassement. Le chef de l'État avait autorisé à ce qu'on augmente la prime de prudence pour les chauffeurs, quittant de 60 000 à 120 000. Mais malheureusement, on constate que la décision présidentielle n'est pas encore effective. Il y a le point aussi sur les problèmes de diplôme et de reconnaissance. Parce que vous savez, dans la fonction publique, donc, les agents, une fois recrutés à une hiérarchie inférieure, après, ils vont aller étudier. Une fois obtenu leur diplôme, ils viennent à la fonction publique pour un reclassement. Malheureusement, les contraintes donc, qui surgissent parfois, c'est par rapport vraiment à une habilitation au niveau des établissements où ils ont effectué leur formation. Déjà, à partir de mercredi, nous allons déposer à la préfecture de Dakar pour une marche nationale. Et cette marche sera l'occasion, n'est-ce pas, au niveau central comme au niveau déconcentré, de rassembler tous les camarades véritablement pour manifester à l'État notre détermination et notre engagement. Et à Hambourg, les responsables de la paroisse Saint-Élisabeth de Hongrie de Jamagun 2 ont profité de la célébration de leur fête patronale pour demander aux bonnes volontés de les aider à construire une église. Ils ont également sollicité de l'aide pour construire un presbytère pour loger leurs prêtres qui sont obligés de vivre dans la communauté. Édouard Gay, secrétaire général du conseil pastoral, est au micro de notre correspondant Mundaga Khan. Notre problème, le majeur, c'est que nous sommes une nouvelle paroisse et voilà, comme vous le voyez, il n'y a pas d'infrastructure. Nous n'avons qu'une salle de classe qui sert d'église, ici derrière, comme vous la voyez. Et ailleurs, vous n'avez vu que des bâches. Ça veut dire qu'on a un grand besoin vraiment d'infrastructures. D'abord, il nous faut un local pour héberger nos prêtres. Les prêtres qui sont là, ils sont logés ailleurs. Ils paient la location. Vous voyez, pour une mission catholique, une paroisse qui n'a même pas où loger ses prêtres. C'est grave. C'est tout à fait grave, c'est un manque. Ensuite, il nous faut quand même un lieu décent pour pouvoir adorer notre Seigneur, c'est-à-dire une église qui soit suffisamment utilisable, en tout cas suffisamment large, qui pourrait contenir en tout cas la communauté catholique de cette paroisse. Ce que nous avons actuellement, comme vous la voyez, c'est petit et notre paroisse compte des milliers de fidèles actuellement. Nous lançons un appel quand même à toutes les bonnes volontés qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, nous venir en aide. Et à Saint-Louis, la compagnie sucrière sénégalaise compte atteindre cette année une production record de 140 000 tonnes de sucre. L'ambition a été dévoilée par les responsables de la compagnie lors d'une randonnée pédestre pour marquer le lancement de la campagne de récolte. Explication à Saint-Louis de nos correspondants Momar Alesnian et Mokhtar Seck. Récolter 1 433 000 tonnes de canne pour produire 141 480 tonnes de sucre, telle est l'ambition de la compagnie sucrière sénégalaise qui vient de lancer officiellement sa campagne à travers une randonnée pédestre organisée par l'amicale des cadres de la dite compagnie. Il y a un an, l'amicale des cadres avait mis en place l'activité de randonnée pédestre. En dehors de l'activité physique qu'elle représente, il y a un message derrière. Et c'est un message de solidarité,
un message ensemble pour qu'on atteigne les objectifs. Donc, main dans la main, on arrivera à faire ce qui est important. Et c'est ce qu'on a dit aujourd'hui à nos collègues en réitérant aujourd'hui la demande d'atteinte des objectifs. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que les objectifs ne seront pas atteints simplement, ils seront dépassés. Pour la direction générale, avec la cohésion manifestée par les travailleurs, les objectifs de campagne sont réalisables. Mais comme je l'ai dit, je remercie énormément l'amicale des cadres de la CSS qui a eu l'excellente initiative, l'excellente idée de rassembler les cadres ce matin, et pas seulement les cadres, puisqu'il y a beaucoup de monde qui s'est joint à nous, des invités, des partenaires de la CSS. Et c'est un bel acte de cohésion justement pour montrer en prélude de la campagne que si nous voulons atteindre les objectifs, il faut être tous ensemble. Et particulièrement les cadres, puisque les cadres sont les moteurs, les leaders. Au cours de cette campagne, la compagnie sucrière sénégalaise compte récolter 10 800 hectares de canne et les responsables de la plantation espèrent des rendements compris entre 131 et 140 tonnes à l'hectare. Et nous restons dans le nord du pays, c'est pour aller à Thilogne où 1000 femmes ont été enrôlées dans des mutuelles de santé pour une durée de 3 ans. Une initiative de la municipalité en partenariat avec l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. La cérémonie de remise des cartes d'adhésion a eu lieu en présence de notre correspondant sur place, Amadou Oumar Diallo. La municipalité de Thilogne a organisé une journée de remise des cartes d'adhésion pour l'accès aux femmes à la couverture maladie universelle. Une cérémonie marquée par la signature de convention entre la mairie et l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. L'édile de Thilogne, Mamadou Eliman Kane, donne le nombre exact de femmes enrôlées. C'est une fierté pour moi de procéder devant vous à la remise officielle des cartes de CMI, singulièrement aux femmes de la commune. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 personnes qui seront concernées. J'ai insisté et tenu à ce que les inscriptions se fassent sans exclusion, dans la transparence, avec comme seul critère l'indigence. Souciant du quotidien de cette couche vulnérable de la société, en l'occurrence les femmes enceintes, Mamadou Eliman Kane a fait des promesses à leur endroit. Les femmes en grossesse verront leur charge allégée. Les coûts des frais journalistes, prêts et propostales, des échographies, de la table de l'accouchement largement numérée. Je confirme ici aux heureux bénéficiaires que la carte sera renouvelable pendant une durée de 3 ans. Lors de cette cérémonie, la municipalité de Thilogne, par la voix de son premier magistrat, a pris des engagements pour améliorer le bien-être des femmes de sa commune. Et puis la Ligue professionnelle du football s'engage dans la lutte contre la migration irrégulière. Galguidou Solution, c'est son nouveau slogan pour convaincre les jeunes à rester. Prétexte pour la rédaction d'interroger dans le reportage que vous allez suivre tout de suite des professionnels mais aussi et des amateurs du foot sur le rôle de ce sport dans la lutte contre l'immigration clandestine à Luxor. Des jeunes en pleine activité sous le regard du coach qui donne ses consignes. Le président du centre de formation veille bien sur l'éducation et la formation pour Abdou Aziz Ndiaye. Le football est un facteur de développement qui peut stopper la migration irrégulière. Les jeunes n'ont plus d'espoir dans ce pays et c'est à eux de le construire, malheureusement. Si vous voyez, nous avons mis en place ce centre de formation pour encadrer les jeunes et insister sur le sport et les études, car nous savons que le sport est un facteur de développement. Il faut conscientiser les jeunes. Il faut leur dire que beaucoup de personnes n'ont jamais émigré, mais ils ont réussi leur vie. Il faut une implication du ministre de la Jeunesse. Conscientiser les jeunes, impliquer le ministre de la Jeunesse. L'État doit être au chevet des jeunes sportifs, selon Abdoulaye Diallo, une solution pour freiner les jeunes migrants. Je pense bel et bien que le sport peut freiner ce fléau. Parce que, vu cette situation planétaire, on voit que c'est une crise mondiale. C'est une crise mondiale. Franchement, l'immigration clandestine, c'est un fléau qui est en train d'anéantir notre développement. Le football peut freiner l'immigration clandestine parce que quand on prend les jeunes, on les met dans les bonnes conditions, dans les centres de formation,
Ils ne vont pas essayer de trouver un pirogue pour aller se noyer dans les océans. Au terrain du beau de Guédiawaye, l'ASC du quartier joue en amical contre les jeunes. Abdou Khadr Mbaye, trouvé sur le banc, invite l'État à accompagner les jeunes talents. Il faut aider les jeunes. Regardez comment mieux encadrer le championnat. Accompagner les jeunes talents, ça peut jouer à freiner la migration. Le football sénégalais debout pour dire stop à la migration irrégulière. Les férus du foot pensent que la discipline peut aider à freiner l'immigration clandestine. Football toujours, des nouvelles de nos Lions en Angleterre. Idrissa Gana Gueye donne la victoire à Everton. Nicolas Jackson marque son 6e but de la saison avec Chelsea dans le choc face à City. En Turquie, Mamba Thiam et Mamadou Fall ont aussi brillé, mais en France, les nouvelles sont moins bonnes pour nos Lions. Nampalis Mendy et Crépin Diatta se sont blessés. Le Tour d'Europe des Lions, c'est avec Cher Diop. En France d'abord, Crépin Diatta est sorti sur blessure après un nul vierge entre l'AS Monaco et le Havre de Aaron Sanganté qui revenait dans le 11. Touché avant le match face à Marseille, Nampalis Mendy a aussi manqué le choc à Bollard. En Ligue 2, dans un match prolifique de 4 buts partout entre Angers et Pau, Joseph Romaric Lopi a marqué son 2e but de la saison. Hassan Diossé et la Auxerre ont aussi surclassé la Saint-Etienne 5 buts à 2. En Angleterre, Idrissa Gana Gueye a donné la victoire à Everton lors de son déplacement sur la pelouse de Crystal Palace. Sorti du banc, il a marqué le 3e but des Toffees dans les arrêts de jeu, son tout premier de la saison. Nicolas Jackson a aussi brillé avec son 6e but de la saison en championnat. Il a participé au festival de buts 4 partout entre Chelsea et Manchester City. Pape Matar Sarr et Tottenham ont essuyé, eux, leur 2e défaite d'affilée en championnat. Ce week-end, ils se sont inclinés face à Wolverhampton, 2 buts à 1. En Italie, Boulaïa a permis à Salernitana de rentrer de Sassuolo avec un nul, 2 partout. Il a inscrit son 4e but de la saison. En Allemagne, Bounassar a joué tout le match du Bayern qui s'impose largement 4 buts à 2 face à Edenheim. En Turquie, pour finir, Mamba Thiam et Mamadou Fall ont tous les deux brillé dans le même match. Le premier a marqué son 10e but de la saison et le second son 4e, plus un penalty obtenu. Finalement, Kayserispor de Mamba Thiam l'a emporté 4 buts à 3 face à Kassim Passa. Département du Rufisque, dans sa partie nord-ouest, devient peu à peu la banlieue de Dakar. Des cités y poussent comme des champignons, le plus souvent sans respecter les règles d'urbanisme et sans ouvrage d'assainissement. Les nouveaux sites sont très vulnérables aux inondations. C'est le cas dans plusieurs zones transformées depuis quelque temps en eaux marigots intarissables. Les propriétaires crient leur détresse. La rédaction est retournée sur les lieux et retenez bien, les images sont toujours aussi spectaculaires. C'est un reportage d'Hassan Gueye avec les images de Barasso. L'un des plus grands défis auxquels le pays fait face est le déficit d'aménagement du territoire. L'illustration la plus parfaite et peut-être la plus bouleversante vient de cette périphérie dakaroise où des quartiers d'habitation sont la proie des eaux depuis l'hivernage exceptionnel de 2022. Ils sont situés à moins d'1 kilomètre du lac Rose, quelques 150 à 200 maisons, pas moins de 4 zones, Darussalam, Niague Frontière, Djamalaï, Cité Rose, et tous dépourvus de toute canalisation. Les cités ont été brutalement cernées et piégées par un marigot dont les victimes n'acceptent pas qu'on en parle comme d'un ancien lac naturel. Comme il y a un an, malgré le sort qui s'acharne, les sinistrés ont le sens de l'accueil. Même si le ciel a moins ouvert ses vannes cette année, la situation est toujours catastrophique.
Occupé par des compatriotes issus de toutes les couches sociales, le secteur n'a fini pas de faire naufrage. Le stoïcisme des impactés n'entend pas la lutte pour maintenir la tête hors de l'eau. Touchés, coulés, ils n'ont peut-être que leurs yeux pour pleurer, mais n'ont aucune intention de baisser les bras, ni de laisser derrière eux le fruit et le patrimoine d'une vie de labeur. Donc ces eaux que vous voyez ici sont là depuis au moins 1 an. Parce que moi, je suis sorti chez moi depuis le mois de juillet 2022. Donc là, on est à un peu plus d'1 an que nous sommes tous sinistrés. Donc nous sommes un total de, en tout cas au dernier recensement de l'année passée, nous étions 150 maisons qui étaient impactées. Devant l'infortune qui les frappe, aucun moyen du bord n'est dérisoire pour ouvrir les accès et sauver tout ce qui peut l'être. Des tas de gravats ont été déversés. Les sacs de sable ont été déployés çà et là pour endiguer la furie des eaux. Une longue passerelle reposant sur de solides semelles est aménagée, mais à quel prix? À ce niveau, on voit les marches qui commencent à se dégrader. Les solutions sont encore conjoncturelles. Côté jardin, où tout a été abandonné et revient dans l'état de nature. Les poissons d'eau douce ressurgissent et des témoins voient des reptiles de temps en temps se promener. Côté cour, dès qu'on franchit les portails, on se dit que les malheurs sont inhérents à nos vies. Nulle part, les rez-de-chaussée ne sont opérationnels. Le mobilier n'a pu être mis à l'abri qu'après avoir été déplacé à l'étage. L'état des lieux est consternant. Un petit lot de consolation fleurit pourtant des terrasses où la vue a changé, agrémentée qu'elle est par les reposoirs d'oiseaux et l'eau qui coule. La nature naturante est spectaculaire. Les passionnés d'ornithologie pourraient y trouver de la matière. Ce qu'on a vu est un véritable naufrage au vu des investissements en termes de cadastre. Maintenant, leur arche de Noé, c'est le pompage. Les bassins de rétention et dans le long terme, un véritable système d'assainissement. Le collectif des victimes évoque plus les solutions pour retrouver les maisons qu'une éventualité d'évacuer les lieux. Il faut être à leur place pour comprendre ce qu'elles vivent. Avec la pompe qu'ils ont installée ici, si on a les tuyaux, même avec un pompage de 2 semaines, on pourrait rejoindre nos maisons. Et c'est le dossier d'Assane Gueye qui met en terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet media.sn. Bonne suite des programmes.